fin de la saison. Bonjour et bienvenue sur Nostro Milan, le podcast by Milan Actu sur l'actualité du plus grand club d'Italie. Aujourd'hui, je suis accompagné de Adri, Théo et Yann. Salut les gars. Salut les gars, bonjour à tous. Salut tout le monde. Salut à tous. Rejoignez la communauté francophone de l'AC Milan en vous abonnant à notre chaîne en dessous de la vidéo et activez la cloche pour être averti de la sortie de nos émissions. Les amis, l'AC Milan a fait match nul sur la pelouse du Genoa, 2 buts partout, doublé de Mattia Destro, ancien Milanais, et but de Kalulu et magnifique but de Calabria. On s'en sort encore une fois dans les dernières minutes du match. Quelques stats avant de vous lancer. Milan, meilleur début de saison de son histoire face au Genoa, du pire début de saison de leur histoire. Théo, comment expliquer cette déconvenue face au 19e de Serie A ? Plein de raisons, je pense, Guillaume. Mais la plus frustrante, c'est de se dire que Mattia Destro a sûrement mis la moitié ou le 2 tiers de ses buts sur cette saison face à nous ce soir. Le goal d'Alex, le buteur fantomatique qui était chez nous, avait visiblement à cœur de se rattraper ce soir. Pas beaucoup d'excuses à se trouver, si ce n'est que nos cadres nous manquent beaucoup. Là, on avait quand même une absence par ligne et ça commence vraiment à être pesant. On avait pour habitude de jouer sans Zlatan, et ça, c'est depuis un petit bout de temps. Là, composer sans Benacer, ça a été déjà un petit peu plus dur. Composer sans Théo Hernandez encore plus. Rajouter à ça l'indisponibilité de Kier, et ça donne un match extrêmement difficile, compliqué à voir. Et ouais, on s'en sort encore bien dans la mesure où on ne s'incline pas. Et ça fait quand même plusieurs matchs où je me répète la même chose. Ces matchs-là, il y a 3 ans, on les perd. Mais voilà, dans le contexte où on est premier, dans le contexte où on est dans un début de saison qui est quand même largement au-dessus des attentes des années passées, c'est toujours frustrant de perdre des points bêtement comme ça, parce qu'on en a déjà perdu bêtement les années passées et ça nous avait coûté la qualification en Ligue des Champions. Très bien. L'AC Milan qui a concédé 4 buts sur les 6 derniers tirs cadrés en championnat. L'absence de Kier justifie ça selon toi, Yann ? L'absence de Kier se fait ressentir, l'absence de nos cadres en général se fait ressentir, je pense. On l'a tous remarqué ce soir. On a certains de nos joueurs qui sont très très courts, qui commencent à être très très affaiblis physiquement. Je pense à Kessié notamment, qui en fin de match, on le voit, il est totalement claqué. Il pourra souffler parce qu'il est suspendu pour le prochain match face à Sassuolo d'ailleurs. Ouais, ce qui va nous mettre encore plus en difficulté. Mais oui, je pense nos absences qui nous font beaucoup de mal. Et puis notre secteur offensif, il faudra qu'on en parle aussi gentiment, c'est que notre secteur offensif n'apporte absolument pas grand-chose, si ce n'est plus rien même. Notre dernier match, c'est notre latéral gauche qui vient mettre un doublé. Ce match-ci, c'est Calabria et Kalulu qui viennent inscrire un but. Donc, on a des problèmes en ce moment, on va pas se mentir. Faire un tel résultat face au Genoa et sa situation actuelle, c'est vraiment très très frustrant et c'est le genre de match où on va se mordre les doigts en fin de saison si on finit à 1 point, si on finit à 1 point de la Champions League, si on finit à 1 point du titre. C'est vraiment frustrant ce genre de match. Adri ? Non, j'allais exactement dire comme Yann. C'est vrai que quand on regarde là, les 2 derniers matchs, on met 4 buts. Mais les 4 buts, c'est nos défenseurs qui mettent justement ces buts-là. C'est vrai que là, offensivement, on voit que l'absence de Zlatan, elle se fait sentir. Le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment de backup à Zlatan vraiment fiable. Quand on voit Rebic, il y a encore eu un match très compliqué sur ce match-là. C'est vrai que moi, et comme beaucoup d'ailleurs, on le préfère plutôt sur l'aile, comme Rafael Leao. C'est pour ça qu'on en parlera plus tard, mais c'est vrai qu'il va nous falloir un attaquant au moins pour suppléer à Zlatan quand il faut le reposer, quand il y aura des pépins physiques. Parce que là, c'est vrai que quand on regarde encore une fois nos 2 derniers matchs, c'est nos défenseurs qui nous sauvent la mise en égalisant à chaque fois, quoi.
Très bien. Dans les autres résultats de la soirée, du coup, la Juventus a fait match nul face à l'Atalanta. Fiorentina a tenu en échec Sassuolo sur sa pelouse. L'Inter Milan a gagné face au Napoli. Donc, du coup, face à nos concurrents directs, on s'en sort pas trop mal puisque Milan reste leader du championnat, une longueur d'avance face à l'Inter. On en garde toujours 4 face à la Juventus et on creuse l'écart avec le Napoli d'une petite longueur. Donc, ça aurait pu être pire, mais c'est vrai que ça a été un match très compliqué. On va passer aux performances individuelles, les gars. Je vais commencer par toi, Adri, avec tes tops, si tu en as. Top, je vais mettre Caissier. Alors, Tonali a été plutôt bon. On a vu pire. Après, je trouvais quand même que Caissier a pas mal porté le milieu à lui tout seul. C'est comme tu l'as dit tout à l'heure, Yann, à la fin, j'ai trouvé rincé. Il en pouvait plus. Mais voilà, j'ai trouvé vraiment, comme d'habitude, un costaud au milieu de terrain. J'ai trouvé très, très solide au milieu de terrain ce soir. Mais voilà, c'est vrai qu'on commence, enfin, moi en tout cas, je commence à voir de plus en plus fatigué à chaque fin de match. Après, c'est pas étonnant. Il fait des kilomètres et des kilomètres à chaque match. En top, je vais mettre Calabria, qui monte et qui monte encore de plus en plus et qui montre qu'il est vraiment une valeur solide au poste de latéral droit, n'en déplaise à certains. C'est lui qui nous remet sur des bons rails quand il y a un zéro, d'une frappe magnifique. Petit filet, Perrin, il ne peut absolument rien faire. Après, il est bien aidé aussi par un fort bon, mais voilà, la frappe est belle et donc je suis content pour lui parce que voilà, j'espère qu'il va en faire taire encore plus d'un. Parce que voilà, il a encore fait pour moi une prestation solide. Sur son côté droit, j'ai pas souvenir du fait qu'il a été dépassé beaucoup de fois. Non. Donc voilà, pour moi, j'ai vraiment que de top parce que voilà, globalement, j'ai très peu de joueurs pour moi sont sortis du haut à part Caissier et Calabria à mon sens. Yann? Moi, je te suis sur Calabria en tout cas. Même si pour Calabria, j'ai une petite hésitation, et je vous pose la question comme ça, messieurs. Est-ce que vous pensez que sur le premier but de Destro, est-ce que c'est Calabria qui perd le marquage de Destro? C'est compliqué C'est à dire en dur. vrai. Il est loin. C'est Il est dur. loin. Ouais, il On est a loin. encore ce problème sur les coups de pied arrêtés qui fait qu'on n'arrive pas à exploiter correctement nos positionnements défensifs, quoi. Là, c'est Kalulu qui va être plus ou moins mis en avant avec Diogo Dalot parce que ils ont leur part de responsabilité sur les deux buts. Mais Calabria, c'est compliqué quand même de le mettre fautif là-dessus, quoi. C'est plutôt un bon mouvement de Destro, je dirais, qui réagit très très vite par Ouais, rapport ouais. par rapport à Calabria, parce qu'il a le sens du but. Là, sur ce coup-là, Destro, on ne peut pas lui enlever ça. Mais je trouve que Calabria est trop loin par rapport à ce que fait Kalulu et la sortie de Donnarumma, parce que ça part de la déviation de Donnarumma, donc c'est pas évident. Donc t'es top, Yann, si tu veux continuer. Donc moi pour mes tops, je mets aussi Calabria, même si j'avais envie d'abord de mettre personne de notre défense ce soir parce que je trouve que c'est quand même pris 2 buts de Destro. Je les trouve quand même limite, mais Calabria, le but qui me met qui relance le match à la 52e minute est absolument incroyable et il récompense vraiment, je trouve, son début de saison. En première mi-temps, il a tellement de difficultés. Il a l'habitude de jouer avec Salmakers. Il a l'habitude de jouer avec des joueurs qui bougent devant lui pour lui offrir la possibilité de monter, de combiner. Et là, en première mi-temps, chaque ballon qu'il donnait à Castillero contrôlait le ballon, essayait d'éliminer un adversaire, ralentissait le jeu. Et ça a été très dur en première mi-temps pour Calabria qui lui faisait des mouvements pour ensuite redemander la balle plus haute pour essayer d'aller centrer, se porter vers l'avant. Et à chaque fois, Castillero perdait ce ballon et Calabria devait revenir en catastrophe derrière. Mon deuxième top, c'est pour moi, j'ai trouvé excellent ce soir. Il fait un début de match incroyable où presque tous les ballons passent par lui. Il récupère un nombre incalculable de ballons. Un peu fatigué en fin de match, il a la tâche de remplacer Benacer quand même. Je parle de Tonali, qui pour moi, ce soir, fait un excellent match et je le place dans mes tops. Il faut aussi saluer qu'après ses débuts qu'on peut quand même de qualifier de difficile. Personne n'avait envie de dire qu'il faisait des débuts difficiles parce on avait tous envie de le porter comme notre chouchou. Mais ce soir, je trouve qu'il progresse de match en match et j'ai envie de saluer sa progression ce soir de Tonali. Et voilà, donc ça sera 2 tops pour moi ce soir. Très bien. Théo, t'es top. Partage le même avis qu'Yann sur Tonali parce que c'est difficile pour un joueur comme ça qui avait un rôle où il partait de plus bas à Brescia, il avait tendance à proposer plus, d'être cantonné dans un double pivot où on lui demande une rigueur tactique que je trouve quand même beaucoup plus importante. Et il a une marge d'adaptation qui est folle.
Et plus le temps avance, plus c'est intéressant ce qu'il nous propose. Non, je salue le match de Tonali. Difficile de remplacer Bennacer dans la globalité de ce qu'il apporte. Je l'ai trouvé très bon aujourd'hui. Mention honorable aussi pour Calabria, pour les mêmes raisons que Yann a citées. Mais c'est surtout les entrants moi, que j'ai trouvé intéressants et j'ai même trouvé ça parfois dommageable qu'ils n'étaient pas au coup d'envoi. Je parle notamment de Salzmakers et Auge, que j'ai trouvé très bon dans leur entrée, notamment Salzmakers. Par rapport à Castillero, c'était encore une fois le jour et la nuit. Après, on sait que le Belge revient de blessure, donc ça explique peut-être le fait qu'il n'était pas titulaire ce soir, mais beaucoup plus intéressant, beaucoup plus compréhensif du jeu que propose Calabria, qui lui a donc permis de proposer plus. Après, voilà, je pense que c'est plus des mentions honorables que des réels tops parce que, encore une fois, on ne s'impose pas ce soir. Très bien. Et ben alors, on va passer au flop dès à présent avec Adri, s'il te plaît. Je vais en retenir que 3, j'aurais pu en mettre plus, mais ouais, je vais en retenir que 3. J'ai mis Castillero. Il n'y a pas grand-chose à dire sur Castillero. Hein. Beaucoup de déchets techniques. Il a souvent ralenti le jeu sur des contre-attaques, alors que plusieurs fois, il avait l'espace, pour le coup. Donc, Samy, voilà, je passe, je vais faire rapidement. Rebic, on sent qu'il est clairement en manque de confiance. J'ai l'action qui me vient en tête où il fait un passement de jambe, puis grand pont. Il se retrouve quasiment tout seul face à Mattia Perrine. Et voilà, après, il sort un bel arrêt, le portier du Genoa. Mais voilà, un Rebic en forme, je suis sûr qu'à tous les coups, il l'aurait mise. Pareil, on le voyait beaucoup frustré, beaucoup de déchets aussi dans les passes. Il a souvent voulu jouer en une touche de balle, mais c'était peu concluant généralement. Et je vais mettre Dalot. Pour moi, fantomatique. Les 2 buts viennent de son côté. À chaque fois, il y a souvent un espace assez conséquent entre le joueur qui a centré et lui-même. Puis même, voilà, après, c'est pas le même profil que Théo Hernandez. Mais voilà, offensivement, on l'a quasiment pas vu. Défensivement, il était un peu à la peine. Donc voilà, Dalot, je le mets en 1. Kaloulou, j'ai hésité à le mettre. C'est vrai que sur les 2 buts, il est un peu fautif, surtout sur le dernier. Après, ça qu'à côté de ça, il met le but, déjà qui nous permet d'égaliser sur le 2-2. Et j'ai trouvé intéressant par moments, défensivement, il a eu de bonnes phases, j'ai trouvé, même en termes de relance, il y a eu un peu de déchets. Mais 2-3 fois, notamment en début de match sur Rebic, où il allonge le jeu vers Rebic, j'ai trouvé assez intéressant. Après, voilà, de là en dire un flop, je sais pas. Yann, tes flops? Alors moi, pour mes flops, en fait, je vais vraiment répéter ce qu'a dit Adri jusqu'au bout. Je commence par Rebic, qui pour moi, on l'a dit, on ne cesse de le répéter, il n'est pas à son poste, il n'est pas en confiance. Il manque beaucoup de choses pour qu'il ne soit pas dans les flops en ce moment. C'est vraiment… mais c'est aussi après le rôle ingrat de l'attaquant de pointe. Si Rebic arrive à mettre son but face à Mattia Perrine, je pense qu'on peut limite le mettre dans nos tops. Là, il choisit le mauvais côté, il rate ça et puis on va de nouveau lui tomber dessus. Donc, c'est aussi un rôle très, très ingrat, celui de centre avant, parce qu'il peut passer à côté de je ne sais combien de matchs. Il suffit qu'un match, il mette 2 buts en tapine ou comme ça, eh ben, on va le mettre dans nos tops. Mais sur l'ensemble de son œuvre, de ses contrôles, malheureusement, le Croate fait à nouveau partie de mes flops. Ensuite, je parlais de Castillero. Adrien l'a dit, je l'ai dit tout à l'heure en mettant en avant Calabria sur le côté. Ça a été un poids. Défensivement, il ne revenait pas. Offensivement, il ralentissait le jeu comme personne. Il essaie toujours de faire un contrôle de trop, un geste technique de trop. Il est assez faible physiquement, donc pour moi, il n'apporte pas grand-chose. D'ailleurs, l'entrée de Salmaker se fait vraiment ressentir parce qu'il apporte vraiment de la vitesse, de la vivacité, des combinaisons avec Calabria sur le côté droit ensuite. Donc oui, Castillero dans mes flops. Et ensuite, en flop numéro 1, je suis très déçu parce que j'avais été conquis par le joueur lors de ses premières prestations en Europa League. C'est Diogo Dalot. Les 2 buts viennent de lui. On peut s'en reprendre un troisième sur le retourné incroyable de Scamacca. C'est aussi un centre qui vient du côté gauche. En plus d'avoir un peu de peine défensivement, il apporte absolument rien offensivement. Mais quand je dis absolument rien, c'est qu'on ne l'a pas vu pratiquement dans la moitié de terrain du Genoa. Donc, pour moi, il est passé totalement à côté de sa partie aujourd'hui, Dalot. Et c'est pour ça que je le mets dans mes flops numéro 1. Et j'ai également noté, comme Adrien l'a dit, la situation, le cas Kaloulou.
Alors Kaloulou, c'est un défenseur central, alors qu'il ne fera pas partie de mes tops. Je trouve qu'il se sauve sur le but. On peut pas lui enlever le fait qu'il nous offre l'égalisation. Après, on ne peut pas enlever le fait non plus que c'est un 2000. Je rappelle qu'il a un grand manque d'expérience. Le commentateur du match que je regardais en italien ne cessait de le féliciter pour les prises de risques qu'il prenait, mais arrêtait pas de dire qu'il lui manquait un petit peu d'expérience sur certains déplacements où on voyait que le vieux briscard d'Estro, qui est pourtant pas Lewandowski, arrivait dans certains de ses mouvements à prendre Dalot à défaut, à prendre Kaloulou à défaut, pardon. Et donc, je ne le mets pas dans mes flops ce soir parce qu'il marque quand même le but qui nous sauve. Mais après, c'est vrai que sur certains déplacements, sur certaines interventions, il prend peut-être parfois un peu trop de risques pour un défenseur central. Et puis, dans son placement, il a peut-être des fois il fait peut-être un pas en avant trop tôt, un pas en arrière trop tard, ce qui offre parfois des espaces comme sur certains duels de la tête qu'il a perdu ce soir. Très bien. On va finir avec Théo sur les flops, s'il te plaît. Pas grand-chose à ajouter sur ce qui a été dit par Adrien et Yann. C'est très juste. L'ordre, pour moi, est le même. Castillero, Dalot et Kaloulou n'ont pas été à la hauteur ce soir. Je pense que se réétaler une nouvelle fois sur le Carré Beach, c'est inutile. On va attendre sagement et puis on aura l'occasion d'en discuter, je pense, de cette gestion-là. Juste un petit peu déçu par le retour de Léao, que j'ai trouvé très nerveux. Il prend un jaune assez débile sur le 2 partout pour une bagarre de ballon avec Mathia Perrine dans les cages. Et je l'ai trouvé un peu en delà. Je pense qu'il va rapidement revenir et je pense que voilà, quand Zlatan sera de retour, on sait que l'association Zlatan-Leao était très intéressante. Donc, hâte de voir le retour du géant suédois. Très bien. Eh ben, je suis globalement d'accord avec vous sur les flops. J'aurais peut-être mis une mention dans les tops pour Donnarumma, qui a quand même livré une prestation vraiment pas mal avec 2 gros arrêts. On va refermer du coup cette page autour du match du Genoa et on va passer au débat du jour. Donc le débat du jour concerne le mercato d'hiver qui va arriver très vite. À quel poste, les gars, faut-il se renforcer au mercato? Absolument. Je vais te donner la parole à Yann. Alors pour moi, s'il faut vraiment choisir un poste, je vais devoir presque jouer à pile ou face entre deux de nos postes. Pour moi, il y a le poste de défenseur central où je nous vois mal continuer la saison avec les défenseurs centraux qu'on possède. Pour moi, Duarte et Musakio sont hors course. Ensuite, on a Kaloulou qui certes est un bon joueur, mais pour moi, il a quand même encore. Il ne faut pas le cramer. C'est un jeune qu'il ne faut pas cramer. Il ne faut pas le lancer dans le grand bain comme ça. Il a certes d'immenses qualités, mais je pense il a encore besoin de temps. Il ne peut pas, pour moi, aligner des matchs en Europa League, 2 matchs par semaine. Il lui faut quand même encore du temps. Ensuite, on a Kier en défense centrale qui, on le sait, physiquement a vite à se claquer, à louper 2 matchs. Gabia qui est maintenant out aussi. Romagnoli qui, sur la fin de la saison, sur le début de saison, n'est pas convaincant. Donc, pour moi, il nous manquerait encore un bon défenseur central derrière. Mais après, un deuxième poste qui me fait aussi très souci pour l'avenir, c'est le poste de centre-avant. Alors déjà, à court terme, pour notre saison actuelle, où on ne trouve absolument pas de remplaçant de Zlatan, hein, Rebic n'a pas convaincu. Leao, je suis toujours pas convaincu non plus de le mettre au poste de centre-avant. Donc pour moi, c'est aussi Colombo, on le sait, on l'a lancé un peu au début de saison comme ça à ce poste. On ne le met pas forcément en confiance là devant tout seul. Donc c'est pour moi aussi un poste où, sur le court terme, il faudra penser, je pense à recruter quelqu'un pour suppléer Zlatan qui est à quand même 39 balais. Et, et aussi à long terme, parce qu'on ne fait que le répéter, Zlatan ne va plus tenir 10 ans. Donc pour moi, il faut gentiment penser à l'avenir. Et avec ce que je vois en ce moment, je ne pense pas que notre centre avant de l'avenir se trouve dans notre effectif actuel. Dans les dernières émissions, notamment une, on avait évoqué un peu les possibles pistes du mercato d'hiver. On avait évoqué du coup les profils type Zlatan et dans les commentaires, on nous avait soumis le joueur du Genoa, Scamacca, donc qui est prêté par Sassuolo. Je me suis renseigné un peu sur lui aujourd'hui, valeur marchande de 5 millions sur Transfermarkt. Il reviendra à Sassuolo à la fin de la saison. Mais qu'en avez-vous pensé? Pensez-vous que ça peut être un profil intéressant pour remplacer à court terme un Zlatan dans des matchs de ce type, un peu milieu fin de tableau en Serie A? Pas Théo? forcément, pas forcément le profil, je pense. Dans la mesure où c'est un joueur qui se balade beaucoup en prêt depuis son arrivée. Moi, je l'ai remarqué l'année dernière à Ascoli où il a été vraiment bon
en deuxième division. Là, voilà, il a l'occasion de s'exprimer en première division avec le Genoa, même s'il va sûrement lutter pour le maintien avec les Griffons. Maintenant, j'ai rien contre le joueur en particulier. Je pense que c'est un joueur qui a énormément de convoitises, qui était annoncé, qui est annoncé comme le futur Zlatan depuis des années, qui est parti de l'Italie, si je ne dis pas de bêtises, au début de sa formation pour aller la faire à l'étranger. Mais dans le profil actuel, c'est pas le profil qu'on recherche parce que avoir un jeune de plus, là, si supposons qu'on décide de miser sur lui cet hiver ou cet été, ne serait finalement qu'une rotation de plus proposée derrière Zlatan et ça remplacerait pas le problème initial qui est celui de trouver un nouveau joueur à Zlatan. Et puis, j'arrive pas à être rassuré par le fait de trouver quelqu'un de jeune ou sans expérience, surtout quand je vois les déclarations de Maldini il y a quelques jours à la Corriere della Sera où il dit que voilà, le mercato du mois de janvier du Milan AC est clair. Et il y aura peut-être un défenseur central, mais il n'y a pas pour l'instant de repli, de solution bis pour Zlatan parce que c'est Rebic qui va être continué à être passé en pointe tant que le Suédois sera blessé ou indisponible. Et pour l'instant, j'arrive pas à trouver de solution fiable, que ce soit à court ou à long terme, si ce n'est de miser sur notre effectif actuel avec des reconversions de postes. Mais c'est pas ce qui fonctionne. Pour l'instant, il faut être lucide et il va falloir trouver une solution. Adri, est-ce que si jamais on ne recrute pas d'avance-centre au mercato d'hiver, est-ce que ça peut être un bon présage en vue d'un Erling Haaland au mercato estival? On en a beaucoup parlé. Ah, mais vous rigolez, mais on en a. Non, vous rigolez, mais on en a beaucoup parlé cette semaine. Donc, je vous pose la question. Elle est légitime parce que voilà, on sait qu'il est très ami avec Auge. Toute la presse s'est enflammée sur cette amitié avec Jens-Peter Hauge qui qui pourrait plaire à Haaland. Il retrouverait un Zlatan Ibrahimovic. Est-ce que pour toi c'est plausible? Est-ce que pour toi c'est faisable au mercato estival? Pour moi, non, je pense pas. Après, j'aimerais beaucoup. Je serais complètement débile de dire que j'aimerais pas à Haaland à Milan. Après, honnêtement, je pense pas. Je pense qu'il ira plus dans une équipe telle que le Real ou des clubs comme ça. Après, j'espère me tromper. Si moi, Haaland, il vient à Milan, moi, forcément, comme tout le monde, je prends tous les jours. Après, moi, pour rebondir là-dessus, justement, je pense que une solution plus facile, entre guillemets, serait plus un joueur style un peu Milik. Plus vraiment pour être un backup à Zlatan sur le court et le long terme. Pourquoi pas le laisser après en tant que backup, même de notre futur vraiment attaquant titulaire. Après, voilà, pour répondre à ta question, à Haaland, honnêtement, j'y crois moyen. Mais j'espère me tromper là-dessus. Milik qui a très peu de temps de jeu en plus avec le Napoli cette saison, qui est vraiment en situation de chômage technique depuis l'avènement du 4-2-3-1 de Gattuso. Vraiment, Osimhen a ce nouveau rôle. Mertens en faux neuf, prendre d'expérience. C'est difficile quand même pour le Polonais qui était annoncé. Après, il y avait ce fameux échange qui n'a jamais eu lieu, mais je pense que si, après on avait été si on fait le monde, mais cet été, il y avait le fameux échange en pierre angulaire avec Dzeko qui partirait à la Juve, à Arkadiusz Milik qui du coup bougerait aussi et ça libérait entre guillemets le transfert de Morata. Au final, il y a uniquement Morata qui a bougé. Ça aurait été vraiment, je pense, pas une nouvelle ère, mais des nouveaux changements conséquents parce que Dzeko à la Juve, ça aurait été quand même vachement intéressant à suivre. Arkadiusz Milik aura peut-être retrouvé du temps de jeu à la Roma. Au final, de rien de tout ça, c'est fait et Arkadiusz Milik en paye les pots cassés. Après, par expérience, relancer les buteurs en difficulté, je pense que Milan a assez donné dans le caritatif. Si on peut avoir un buteur sûr de ses capacités et qui est en bonne forme, ça m'arrangerait, surtout dans le contexte où on a enfin une pseudo-stabilité en attaque en la présence de Zlatan. Prendre le risque de relancer quelqu'un ou d'acheter quelqu'un dont on n'est pas certain de la valeur, je ne suis pas hyper serein. On l'a déjà fait, vous allez me dire, on l'a déjà fait avec Théo Hernandez, avec Aogue, avec plein d'autres joueurs. Au poste de buteur, j'aimerais bien qu'on sorte un peu de cette liste maudite. Et bien après, c'est peut-être pour ça aussi qu'on ne se projette pas sur des noms à court terme. C'est aussi ça, peut-être la stratégie de Maldini. On a de l'avance au classement sur notre objectif qui est la 4e place. Peut-être que dans la tête de Maldini, il se dit on va attendre le mercato estival, voir si vraiment on rejoue la Ligue des Champions pour choper quelqu'un d'un gros calibre et pas se contenter d'un Milik ou je ne sais quel joueur pour 6 mois et ensuite devoir le mettre au placard parce qu'il faudra recruter quelqu'un d'autre. C'est peut-être ça aussi la stratégie, non, Adri? Ouais, non, je suis complètement d'accord avec toi pour le coup. C'est vrai que maintenant que tu dis, du coup, je pense à ça. C'est vrai que
est-ce que ça servirait vraiment à quelque chose d'acheter voilà, genre un Milik, parce qu'on prenait l'exemple, alors que si ça se trouve, si on se qualifie pour la Ligue des Champions, forcément, il y aura des joueurs qui vont se dire ah Milan pourquoi pas. C'est vrai que des joueurs voilà, comme Haaland, parce que voilà, t'en parlais, c'est vrai qu'au final pourquoi pas. Forcément, si Milan retourne en Ligue des Champions, tout le monde va se dire c'est peut-être enfin le retour du grand Milan peut-être, et ouais ça va forcément attirer du monde. Donc ouais peut-être pourquoi pas plus aller sur un poste de défenseur à renforcer pour cet hiver, vu que de toute façon apparemment il n'y a pas forcément de noms qui sortent en attaque non plus en rumeur pour le mercato. Donc ouais, c'est pas con en soi. Hein. Si on attend voilà, vraiment le mercato estival, voir ce qu'on fait cette saison, si on va en Ligue des Champions, forcément ça va attirer du monde et pourquoi pas de gros attaquants. Yann? Après, moi, personnellement, je pense qu'il faut, comme je le dis depuis toujours, rester les pieds sur terre, ne pas mettre la charrue avant les bœufs, ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Il va tous nous les faire. Il faut pas se voir qualifier en Champions League avant d'être en Champions League. Et moi, je mettrais en sécurité ce poste en Champions League avant de déjà se voir en Champions League pour peut-être voir plus loin, recruter. Avec ce qu'on a vu ce soir, je pense qu'il faut vraiment prendre chaque match après match, réfléchir où sont nos lacunes. Pour moi, il nous manque un centre avant qu'il faudrait au plus vite combler. C'est une lacune qu'on doit au plus vite combler, pardon. Et moi, je réfléchirais pas tant que ça à recruter quelqu'un qui puisse suppléer Zlatan en cas de petit accident, en cas de petit problème. Parce que moi, je le répète depuis le début, notre grand objectif cette saison, c'est de retourner en Champions League. Et quand je vois les prestations des 2 derniers matchs, offensivement tout particulièrement, on ne joue quand même pas contre des équipes incroyables, je me dis qu'il faut qu'on se fasse quand même un peu du souci. La marge d'adaptation tactique que Pioli avait face au Genoa. On perd Gabia sur blessure face à Parme, on perd aussi Benasser. Et c'était le dernier match où on pouvait, à mon sens, tenter quelques réajustements tactiques avant d'enchaîner la Lazio et Sassuolo dans les quelques jours. Sauf que là, dans le contexte actuel, on s'est rendu compte que Kalulu peut peut-être dépanner au poste de défenseur central, mais n'est pas une solution fiable à long terme. Le problème Rebic reste toujours existentiel. Kessié Tonali, c'est bien, mais là, Kessié suspendu, ça va sûrement être folklorique, ce qu'on va voir face à la Sassuolo ou à la Lazio. Donc, ça pose aussi toujours ce même problème. Au mercato hivernal, il va falloir recruter, peut-être pas un attaquant, mais il va falloir régler ces problèmes-là. Parce que si on perd, ou si supposons on n'arrive pas à prendre minimum 4 points face à Sassuolo et la Lazio, Sassuolo n'est qu'à 5 points de nous, la Lazio 10, c'est un petit peu plus compliqué, mais on peut très bien finir 3e ou 4e à la trêve hivernale et avoir un changement radical de vision sur la suite de la saison et d'optimisme. Il ne faut quand même pas oublier que cette première place, à mesure que le temps passe, c'est diminué de plus en plus, elle est de moins en moins stable, de plus en plus éphémère. Donc, je parlais d'adaptation tactique face au Genoa, on ne l'a pas eu. Là, il va falloir réagir et encore une fois s'adapter, sauf que l'adaptation, elle va devoir passer par des résultats. Les 4 derniers buts qu'on prend sur les 2 matchs, il faut passer outre et il va falloir prendre des points importants face à Sassuolo et à la Lazio parce que mentalement, je pense que le bilan sur les 4 derniers matchs, si à la trêve, on a fait, je ne sais pas, par exemple, 3 matchs nuls, une défaite ou qu'on enchaîne encore une mauvaise performance contre 2 adversaires directs quand même en Ligue des Champions, ça peut être difficile si les renforts ne viennent pas à suivre. Attention au retour de bâton début 2021. Et puis là, on a eu 2 alertes rouges avec ces 2 revers, parce qu'on peut appeler ça des revers, en tout cas ces contre-performances face à Parme et face au Genoa, qui sont des adversaires beaucoup plus faibles que Sassuolo. Et Sassuolo, on va reconduire cette même équipe. Donc attention aussi, Sassuolo, c'est loin d'être gagné et le nul aussi risque. Enfin voilà, c'est un risque, donc il va falloir faire attention. Et comme tu dis, notre avance, là, au mois de décembre, fond comme neige au soleil, quoi. C'est impressionnant. Dernière question que je vais te poser, Théo, ça concerne Hakan Çalhanoğlu. Son agent était à Casa Milan aujourd'hui. Pas de renouvellement tout de suite, en tout cas, c'est encore en négociation. Est-ce que c'est important de garder le Turc pour garder cet effectif complet, garder nos cadres, ou on s'en sépare pour peut-être un Papou Gomez en difficulté à l'Atalanta qui pourrait être peut-être une bonne solution? T'en penses quoi, toi? Personnellement, je commence à me faire à l'idée que le Turc ne sera plus chez nous l'année prochaine et qu'il y a de grandes chances qu'on le perde, même qu'il parte libre de tout contrat. Je m'explique, la prolongation est pour Electo point mort.
on voit bien que ça cale, ces demandes salariales, le statut du joueur, le fait aussi qu'il ne faut pas oublier ce qu'il nous a proposé maintenant, ce qu'il nous a proposé pendant 2 saisons, le totem d'immunité sous Montella et Gattuso en comparaison avec ce qu'il nous fait actuellement. Il y a énormément d'éléments dans la balance qui pèsent pour ou contre l'international turc. Mais voilà, moi maintenant, je me fais clairement à l'idée que ce ne sera plus un joueur de chez nous l'année prochaine, qu'il faut qu'au mercato hivernal, on se renseigne sur une succession éventuelle ou sur un achat. Mais voilà, Slobodka, il va rejoindre Leipzig. La cellule entre les deux clubs fonctionne très bien. On était impuissants par rapport à ça. Mais Hakan ne sera, à mes yeux, plus un joueur de Milan l'année prochaine. Et il va falloir dès maintenant s'atteler à la tâche de lui trouver un digne successeur. Ok, très bien. Je viens de voir en fait que Kessié n'a pas reçu le jaune en fait. Kessié n'a pas reçu le jaune, je viens de voir ça. Donc du coup, Kessié sera disponible face à Sassuolo. Bonne nouvelle les gars. Voilà, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. On se retrouve du coup ce week-end pour le match face à Sassuolo. En attendant, prenez soin de vous et Forza Milan. Ciao. Salut les gars. Ciao tout le monde.